Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la lecture de vie antérieure de Maëlle. Je vous souhaite un bon visionnage. À tout à l'heure. Donc je vais dire bonjour à tous ceux qui vont nous écouter. Nous sommes aujourd'hui avec Maëlle et nous sommes, je sais jamais la date, c'est affreux. Le 29 juin. Le 29 juin, voilà. Alors, pour la première chose que je vois pour toi, c'est des fleurs de cerisier, et on me parle du Japon. Et je vois un mont enneigé comme ça, et en fait on me donne le nom de Fujiyama. Je pense que c'est ça. Tu es une geisha, on me dit. Et tu t'appelles, je pense que c'est pour ça qu'on me donne le Fujiyama, etc. Tu t'appelles, alors ils m'ont donné le nom en français parce que forcément incapable de, même de l'orthographier, hein, en japonais. Tu t'appelles Fleur de Lotus. D'accord. Voilà. Alors on me dit que tu es geisha de mère en fille. C'est quelque chose qui est dans ta lignée en fait. Tu as un caractère très doux. Tu es très soumise. Hein, tu es très docile. Donc je te vois, tu es petite fille et effectivement tu es très docile. On te donne des consignes, on te donne des ordres, même tu rechignes pas. Voilà, tu es dans la soumission. C'est pas une soumission contrainte, hein, c'est une soumission voulue en fait. Hein, voilà. Alors on m'explique là que en fait on vous prépare toute votre enfance à devenir une geisha. Donc depuis toute petite, tu es formatée dans ce moule. C'est pour ça aussi que tu es docile, tu te rebelles pas en fait. Et vous êtes heureuse, enfin tu es heureuse. Tu es très heureuse dans ce rôle. Tu as une vie matérielle plutôt assurée, donc tu ne manques absolument de rien. Et on t'apprend, alors je te vois, on t'apprend à préparer le thé, toute la cérémonie du thé, etc. Avec des choses vraiment, des gestes minutieux qui sont même faits. J'avais l'impression et je la revois encore quand je vois la scène, de quelque chose qui est fait au ralenti, tellement c'est minutieux, tu sais. Voilà, j'avais une impression de ralenti en fait. Voilà. Donc on vous apprend donc à préparer le thé, on vous apprend à vous maquiller. Et on vous apprend surtout la bienséance, mais aussi les plaisirs sexuels. Forcément. Ce qui va avec le rôle d'une geisha. Alors, on m'indique que ça, les plaisirs sexuels sont évidemment, l'initiation ne commence qu'à ton adolescence. Hein, à l'adolescence des petites filles, il n'y a pas ça. Mais à l'adolescence, on commence à vous former également à donner du plaisir. Alors, on m'explique que tu fais partie d'un royaume. Donc, il doit y avoir un empereur ou enfin, quelqu'un qui chapeaute toute cette région. On me donne l'époque du 15e siècle. D'accord ? Alors, on te destine à faire partie des geishas de la garde royale du Seigneur. Donc, il doit y avoir des... Je ressens comme des... pas catégories, parce que j'aime pas ce mot-là, mais... Comme des castes, tu vois. Voilà. Hein, certaines sont pour la garde royale, certaines sont pour le Seigneur, certaines sont pour encore autre chose. Je suppose les nobles, voilà, tu vois. Et toi, tu fais partie de celles qui vont être qui vont être offertes à la garde royale du Seigneur. Alors, on m'indique que tu as 17 ans lorsqu'on t'offre à l'un des gardes. Et tu tombes éperdument amoureuse, tout de suite, immédiatement. Mais j'ai envie de te dire, c'est un peu dans ton caractère. C'est-à-dire que tu attendais ce moment et bon, voilà, ça y est, c'est fait, donc les sentiments vont avec. Hein. Alors,
c'est ça. On m'indique sans questionnement, tu n'as aucun questionnement et dans l'acceptation la plus complète. Alors, tu n'es pas la seule geisha pourtant à son service. Vous êtes plusieurs femmes pour lui, pour le même homme. Donc il a d'autres maîtresses et il a une femme aussi. C'est-à-dire que la geisha n'est pas la femme. Hein? D'accord? Alors, tu le vois presque jamais. Et la femme, hein, tu ne la côtoies pas, tu ne la fréquentes pas, tu ne la vois presque jamais. Voilà. Et on m'indique qu'elle est extrêmement jalouse, cette femme. Des maîtresses qu'il peut avoir et des geishas qu'il peut avoir. Alors, toi, tu es très apprécié par ton entourage. Tu es quelqu'un vraiment de très facile à vivre, de très serviable, etc. Voilà, tu es gentille de caractère et tu es oui, facile à vivre. C'est vraiment l'expression que j'emploierais. Tu rends service, tu es à l'écoute et tu es bienveillante. Voilà ce qu'on m'a donné. Alors, cet homme, il t'apprécie pour ton côté très tendre, très affectueux. D'accord? Et là, c'est un ressenti que j'ai eu. En fait, c'est comme si tu ne vivais que pour les moments passés ensemble. C'est-à-dire que effectivement, tu ne le vois certainement pas tout le temps, hein, voilà. Mais tu apprécies vraiment énormément, et lui aussi, les moments que vous passez ensemble. Donc, tu ne vis que pour ça. Alors, il part au combat, cet homme, et il revient avec une jambe en moins. La jambe gauche, on m'indique. Alors, est-ce que ça a coupé? Il revient blessé, la zone... Oui, il revient blessé, il part au combat, et il revient blessé. Il revient avec une jambe en moins. Et c'est la jambe gauche. On l'a amputé de la jambe gauche. D'accord? D'accord. À partir de ce moment-là, c'est plus le même homme. Vous êtes alors, tu es la seule qu'il accepte de voir. Alors, tu le soignes, tu le réconfortes. Tu es auprès de lui, voilà, forcément, hein, les sentiments sont là, donc forcément tu aimes t'occuper de lui, même dans cet état-là, pour toi, peu importe. Et en fait, les geishas, les autres geishas vont commencer à te jalouser. Elles ont peur de perdre leur statut, hein, de leur importance. Oui. Sa femme également lui fait des crises de jalousie terribles. Parce que forcément, tu n'émets, si tu veux, aucun jugement sur son état. Tu l'aimes tel qu'il est, cet homme. Et lui le ressent beaucoup. Donc, il apprécie encore plus ta compagnie qu'avant. Hein? Alors, sa femme va tellement lui infliger de crises de jalousie, mais enfin, je vois des scènes qui sont quand même assez... conséquente, hein, un peu même violente, qui en fait il va complètement la rejeter. Il va plus vouloir ni la voir, ni voilà, la voir dans son sillage en fait. Et en fait, sa femme est enceinte et elle est prête à accoucher. Alors toi, tu vas pas vouloir voir le côté sombre de l'homme que tu aimes. Parce qu'il y a un côté sombre qui commence à l'envahir, cet homme. Mais toi, tu es dans le déni. Tu ne veux pas t'intéresser à ça. On te prévient, on te dit des choses. Toi-même, tu constates des choses. Hein, dans les scènes un peu violentes que je vois avec sa femme, il n'est pas non plus très tendre. Hein, voilà. On m'indique que le fait d'avoir une jambe en moins, ça le détruit de l'intérieur. Il est vraiment dévasté, cet homme. Il a perdu donc son activité principale qui était garde royale. Donc ça, ben, il ne peut plus le faire.
même si on m'indique qu'il est protégé au niveau du statut et financièrement, ça, il y a rien. Je pense qu'il doit avoir une dot ou quelque chose comme ça, une pension ou voilà, quelque chose. Enfin, il perd pas ni ses richesses, ni rien du tout. Il est, voilà, il garde ça. Mais par contre, dans sa dignité d'homme, il est pas très bien. Hein. Il est très, voilà, il est très blessé, exactement. Donc, il commence à être méchant et très sarcastique. Il commence à se moquer de toi. Enfin, de toi qui étais la geisha. Hein. Et au début, tu laisses passer, tu laisses couler, tu lui en tiens pas rigueur. Et il commence donc à pratiquer des violences sur toi, il commence à te frapper. Là, tu vas accepter sans rien dire. Et tu vas te retrouver... vous allez vous retrouver tous les deux dans une espèce de boucle infernale comme ça, où toi, tu l'aimes, donc tu supportes. Et lui, en fait, j'ai l'impression qu'il passe un peu ses nerfs sur toi, en fait, tu vois. Et alors là, tu vas te retrouver complètement seule, isolée, parce que les autres te jalousent, même si elles savent que tu es frappée, eh ben, elles arrivent quand même à jalouser ta place. Donc du coup, tu te retrouves, c'est ça, tu te retrouves complètement isolée, complètement seule. Et surtout, tu commences à avoir beaucoup de peine et à te dire que ben, c'est mal parti, parce que tu commences à y voir clair sur l'homme que tu aimes. Hein. Alors, comme il a une jambe amputée, il souffre beaucoup. Il souffre, hein, il a vraiment des douleurs dans son corps et il commence à boire pour pouvoir faire passer la douleur. Tu te doutes bien, ce qui n'arrange pas le problème. C'est ça. Et là, à partir de ce moment-là, on m'indique qu'il devient ingérable. Alors, tu l'accompagnes jusqu'au bout, tu t'en vas pas, malgré tout ça, tu restes fidèle, tu restes à ta place. Et là, il va rentrer, il va sombrer, j'ai envie de dire, dans une sorte de folie. Il s'en sort absolument plus. Il n'y arrive plus. Sa femme qui a accouché donc d'un enfant, forcément, il ne veut pas voir l'enfant non plus. Ça ne l'intéresse pas. Il rejette tout en bloc. Dans un... Comment dire comment je vais te dire ça, il te demande dans un sursaut de lucidité, parce je le vois, il est jamais lucide en fait. Soit il rentre dans des colères monstres et là du coup il est plus lucide, soit il boit, soit voilà, je pense même qu'il se drogue, je sais pas ce qu'il prend, mais je le vois, j'ai la tête qui tourne, tu vois, il y a quelque chose, peut-être de l'opium ou je sais pas, enfin voilà, voilà, il y a une substance qu'il prend pour l'aider à ne plus avoir mal, mais du coup ben ça, voilà, c'est ça, ça modifie son comportement beaucoup. Et dans un sursaut de lucidité, il te demande à toi de mettre fin à ses jours parce qu'il n'en peut plus. Et en fait, bah, tu le fais. Et bah, tu le fais en pleurant, etc. Et tu le fais pas de gaieté de cœur parce que tu perds l'homme que tu aimes et tu sais pas trop bien ce qui va t'arriver par la suite toi aussi. Mais j'ai envie de te dire, c'est pas ça qui te freine, hein, voilà. Et tu mets fin à ces jours, voilà, par amour en fait, pour qu'il retrouve la paix. Parfait. Et le moyen, donc on ne voit pas le moyen utilisé pour... Si, je le vois. Tu veux que je te le dise? Oui, je suis prête. D'accord. Bah, c'est par arme blanche. C'est par arme blanche en fait. Et en fait, tu veux que je te décrive la scène? Je peux recevoir. Oui. Ok. D'accord. Elle se met derrière lui, en fait. Ils sont à genoux tous les deux. Et elle se met derrière lui. Et en fait, on m'indique qu'au Japon, on ne peut pas... si la geisha tue l'homme, elle va mourir elle aussi. Donc il lui explique comment faire.
Donc elle se met derrière lui et c'est comme si il se poignardait lui-même en fait. Donc il a les mains sur le poignard. C'est un grand poignard, je sais pas comment te le décrire. C'est pas une épée, c'est un grand couteau, on pourrait dire, hein, avec une longue lame. Et en fait, il met les mains sur la poignée. Enfin, je sais pas si on appelle ça la poignée, mais enfin, tu comprends ce que je veux dire. Voilà, c'est ça. Et ils font le geste ensemble, en fait. Donc, elle l'accompagne, j'en ai des frissons, et elle l'accompagne vraiment jusqu'au bout. Comment? J'avais la scène avant que tu la dises. Bon. Avant que tu prononces la scène, j'avais l'image. D'accord. Ouais. Bon, bah, voilà. C'est exactement ça. Donc... Mais ça me... le début, hein, voilà. Voilà, donc j'ai enclenché la vidéo. Oui, donc tu me disais que tu voyais la scène avant que je te l'explique, hein, c'est ça? Je vois comme une femme brune habillée de blanc. Je vois du blanc, je sais pas pourquoi. Oui, mais oui, parce qu'elle est fardée de blanc. Et les habits aussi, non? Il y a du blanc. Elle est, moi je la vois, c'est vrai que je ne te l'ai pas décrite. Moi je la vois assez petite. Mais pas toute petite, hein, assez petite, fine forcément, et elle a une tenue blanche avec, je pense que c'est ça les fleurs de cerisier au départ. Je crois qu'elle a des fleurs de cerisier sur sa robe en fait, enfin sa tenue. Mais elle est elle n'est pas échancrée du tout, hein. Il y a un col V là ici, avec des grandes manches, et je vois un espèce de grosses choses dans ses reins, sur ses reins en fait. Et elle a quelque chose qui revient comme une ceinture, on pourrait dire, qui est rouge, elle, mais le fond de robe, enfin le fond de la tenue, pardon, il est blanc. Voilà. Et elle est également est fardée de blanc. Hein. Alors, qu'est-ce que ça t'évoque, cette première vie? Qui est longue, hein, dites donc. Oui, eh bien, moi, ça m'a parlé tout de suite. Hein. Alors, déjà, c'est dommage, j'ai pas le titre d'un film que j'ai adoré, parce que ce film m'a parlé avec les tripes. Et d'ailleurs, il y a l'histoire d'un cerisier, une très jolie phrase que je peux même pas te redire, parce que j'ai plus le titre et ni la scène exacte. Mais ça me parlait énormément. Et là, quand tu as démarré j'y étais vraiment tout de suite, quoi. Ça m'a vraiment profondément parlé, au niveau du caractère aussi, de la façon d'aimer, la façon d'être soumise. Oui. Les jalousies. Alors, si on doit faire des correspondances dans ma vie, j'ai souvent été jalousée. Sans jamais comprendre pourquoi, d'ailleurs, souvent. Je tiens à te dire que si tu veux il y a certaines choses que tu veux dont on parle hors caméra, tu les gardes pour après, on échangera encore après, d'accord? Là, voilà, parce qu'il y a peut-être des choses un petit peu intimes. Niveau caractère, tout l'univers me parle. En tout cas, tu vois, même la scène que tu as décrite, c'est comme si j'y étais avant que tu la décrives. D'accord. Donc oui, pour moi, c'est très parlant, ça m'a touché que tu me racontes ça. D'accord. Bon, après, je fais la part des choses, hein. Je sais que c'est une vie. Je n'identifie pas cette vie, voilà, je sais que c'est... Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'arrive à recevoir. Bon. Vraiment calé par rapport à cette vie. Ouais. Ça me parle. Ça me très touche. Bien. Ok, très bien. Ouais. Bon, bah, on va passer à la deuxième. Alors, la deuxième. Alors là, tout de suite, on me dit que c'est le Pakistan. Alors, le Pakistan qui n'est pas le Pakistan à cette époque-là. Il faudrait que tu ailles rechercher. On me parle du Pakistan du XVIIIe siècle. Donc, je ne sais pas comment s'appelait le Pakistan à cette époque-là. Je sais qu'on me donne le Pakistan pour que je comprenne où ça se situe à notre époque. Mais par contre, ça ne s'appelle pas le Pakistan. On me donne une date qui est de 1782. Et tu es un petit garçon. Et on me donne ton prénom. Tu t'appelles... Alors, excuse-moi, je vais peut-être écorcher, parce que pour moi, c'est... quand je l'ai entendu, ça ressemble à de l'arabe. Tu t'appelles Aram Arem. D'accord. Il est composé, le nom. J'ai l'impression que... Voilà. Et je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faudrait peut-être que tu recherches si tu en as l'envie. Alors, on m'indique que là, la scène que je vois, tu as 3-4 ans. Donc, tu es assez petit.
Et je te vois perdu, complètement perdu. Alors, on m'explique que tes parents viennent de mourir sous tes yeux. Et tu as les yeux, tu vois, hagards, complètement hagards, choqué. Tu es choqué et tu as le sentiment que ta vie s'arrête, quoi. Vraiment. Hein. Et là, je vois un homme arrivant à cheval. Alors, on me fait comprendre que, parce que c'est vraiment ça, hein, que le village dans lequel était ce petit garçon, en fait, a été attaqué et que, en fait, les attaquants, je vais les appeler comme ça parce que je dirais des bêtises, je ne sais pas si c'est des soldats ou un village voisin, j'ai pas l'indication de ça, j'ai pas la précision. Donc les hommes qui ont en fait attaqué ce village ont tué tout le monde et que toi tu as été le seul rescapé et que tu erres dans les rues là de ce village parce que je vois de la terre battue, enfin de la terre tout simplement, même pas battue, de la terre quoi. Et tu marches tes pieds nus, voilà. Et je vois un homme donc arriver à cheval droit devant toi et en fait cet homme il a un casque pointu. Alors, pas pointu comme ça, pointu comme ça, tu vois? Oui. Voilà, avec une boule au-dessus. Ouais. Une boule de métal sur la pointe, en fait. D'accord. Alors, ils m'ont donné ce détail-là, donc je te le livre, parce que je suppose que c'est peut-être des repères pour te... Voilà, d'histoire pour te... si tu fais des recherches. Et alors, il te prend avec lui, en fait. Il te fait monter sur son cheval et il t'emmène. Et il te conduit donc dans un autre endroit. Et en fait, il va t'adopter. Alors, je mets des guillemets parce que ça va pas être une adoption normale. Tu es en fait esclave. Tu vas être esclave de cet homme. Mais pour lui, enfin, ou pour l'époque, je sais pas, ce qu'on a voulu me dire, c'est que c'est comme s'il t'adoptait, en fait. Tu rentres dans sa famille, mais voilà, tu es à son service. Et tu n'es pas libre, en tout cas. Voilà. C'est comme si tu étais prisonnier, tu vois, en quelque sorte. Mais il te laisse la vie sauve. Voilà. Alors, tu grandis et je te vois, tu fais la cuisine. En fait, tu as une tâche, c'est faire la cuisine. D'accord. Et on m'indique que tu as complètement oublié d'où tu venais. Tu as complètement fait le vide et tu te souviens plus, tu n'as plus de souvenirs vraiment de qui tu es et d'où tu viens. On me dit que tu as intégré des nouvelles mœurs et des nouvelles coutumes on m'indique aussi qu'ils ne sont pas très éloignés des tiennes. Hein, il y a quand même un tronc commun. Mais que ça ne te gêne en rien et que tu as vraiment... alors, tu es comme un poisson dans l'eau, on me dit. Mais toi, je ne sais pas quel âge tu as, je n'ai pas d'indication précise quand je vois la scène, mais tu es encore jeune, hein, c'est-à-dire que tu n'as pas 34 ans par exemple, tu peut-être entre 15 et 18 ans, j'ai envie de dire, un jeune homme, vraiment. Là, tu es jeune homme. Et alors, tu as une folle envie de te battre. C'est plus fort que toi, ça t'anime. Tu sais pas pourquoi, mais tu es animé de cela. Tu veux vraiment aller te battre. Alors, on me dit, je vais te donner la phrase telle qu'elle m'a été donnée. Tu es animé par une fureur au plus profond de toi, avec l'envie d'en découdre. Bon, voilà. Alors, tu travailles au service de l'homme, hein, comme je te disais tout à l'heure, de l'homme qui t'a emmené avec toi. Et un jour, tu vas te faire remarquer par cet homme. En fait, cet homme, il se rappelle de vous. Parce que tu l'as marqué par ton côté hagard. En fait, le côté d'être perdu si petit et si... en fait, innocent finalement. Cet homme a été touché quand même par toi en petit. Bon, ensuite, il a pas... Enfin, voilà, il t'a donné
enfin il t'a fait esclave, mais il se rappelle de toi. Et tu vas aller lui demander, tu vas avoir le culot d'aller lui demander pour te battre. En fait, tu as envie de te battre et tu lui fais la demande de, voilà, je le vois en fait, il est dans, on va dire, comme un village, voilà, mais j'ai l'impression que cet homme est sorti de son palais ou je sais pas quoi, et en fait il marche, il est à cheval, et toi tu sors en fait, donc il y a la foule des deux côtés, et tu sors de cette foule là, et tu l'interpelles complètement, donc tu as beaucoup de culot, parce que visiblement ça ne se fait pas du tout, du tout, du tout. Et donc tu lui demandes tu lui dis que tu as envie de te battre et que tu lui demandes de rentrer dans son armée à lui. Et là, comme il se rappelle de vous et qu'il a été touché en tant que quand tu étais enfant, il va bien vouloir te former, et là tu vas rentrer, tu vas devenir très proche de cet homme. Tu as une grande admiration après, hein, au fil du temps, parce qu'au départ tu le connais pas, c'est quelqu'un, voilà. Et tu développes une grande admiration pour cet homme, et tu mènes des combats à ses côtés. Tu te révèles être un grand, on me dit puissant combattant, et tu deviens comme son bras droit. D'accord? Alors, on poursuit un petit peu l'échelle du temps, le temps passe, et tu veux te marier, et ta fiancée, on peut dire ça comme ça, enfin la personne que tu as choisie, te demande tes origines. Dans une conversation plutôt intime, voilà, elle te demande d'où tu viens, et voilà ce que tu as fait quand tu étais plus jeune, etc. Et toi, tu sais que tu as été recueilli par l'homme, là, dont on parle depuis tout à l'heure, mais tu ignores les circonstances. Comme tu es passé dans l'armée, tu as aussi changé de rang, on me dit. Donc tu as changé de statut social, d'accord? Tu es toujours esclave, donc pas libre, mais tu es beaucoup plus aisé, on me dit, financièrement et socialement parlant, hein? On m'indique même avec beaucoup de confort matériel. Et il ne te manque que la liberté finalement. Donc tu fais la demande à l'homme, dont on ignore le nom, hein, on ne m'a pas donné le nom, c'est curieux, de te libérer de ce côté esclave. Tu ne veux plus être esclave. Alors là il refuse, hein. Pour lui c'est pas possible. Et toi, tu comprends pas pourquoi il refuse, parce que tu as développé une certaine intimité avec lui, une certaine confiance, etc. Et là, voilà. Et en fait, tu as l'impression qu'il accepte tout, qu'il va tout accepter, mais sauf ça. Et l'homme te raconte alors ton histoire. Il te révèle le fait d'avoir massacré ton village et d'avoir massacré tes parents. Alors là, tu te sens complètement trahi, parce que c'est le côté que tu avais complètement effacé. Et là, du coup, dans ta tête, ça va plus du tout. On m'indique même que c'est un point de non-retour, c'est-à-dire que tu peux plus considérer cet homme-là comme tu le considérais avant qu'il ne te révèle ça. Et là, tu comprends que cet homme t'a accordé des faveurs dans son propre intérêt. En fait, il t'a apporté les valeurs, il t'a apporté des choses, il t'a permis de faire des choses parce que ça l'intéressait lui, et non pas par... certes, il a été ému un petit peu, mais toi, tu as l'impression vraiment qu'il s'est servi vraiment de toi. Alors... Là, je vois une scène où tu tournes comme un lion en cage. C'est l'expression qu'on me donne. En fait, tu fais les 100 pas, hein, en boucle, comme ça, en rond. Et tu repenses à la discussion que tu viens d'avoir, donc houleuse avec cet homme où il t'a fait toutes ces révélations-là. Et tu repenses à l'homme aussi
lors de la discussion, qui a ri devant toi de cette situation-là et de ce qu'il avait fait, en fait. Et là, tu sais que tu seras jamais libre. Jamais il t'accordera la liberté, tu le comprends. Et là, forcément, ça change beaucoup de choses pour toi. L'homme t'a dit aussi durant cette discussion que, en fait, il ne comprenait pas pourquoi tu voulais être libre. Vu que tu avais tout ce dont tu avais besoin, lui ne comprend pas, en fait, pourquoi tu demandes ta liberté. Mais toi, tu supportes pas l'idée des mensonges et des trahisons. C'est pas possible. Alors, je te vois essayer de t'enfuir avec la femme que tu aimes, mais vous êtes rattrapé extrêmement vite. Et vous êtes mis... alors là, ça va tomber comme un cheveu un peu sur la soupe. C'est pas très drôle. Vous allez être mis à mort tous les deux par cet homme. Et en fait, toi, tu vas ressentir juste avant de mourir comme un second abandon, en fait. Tu as été abandonné par tes parents, tu viens de l'apprendre en plus, parce que tu as complètement oublié ce fait-là. Et donc, tu ressens de la trahison, bien entendu, mais tu ressens comme un second abandon. Et celui-là est beaucoup plus fort que le premier, parce que le premier, tu l'as un peu occulté. Et donc, celui-là, il est terrible pour toi. Mais cet homme vous met à mort tous les deux quand même. D'accord. Voilà pour cette deuxième vie. Est-ce que ça t'évoque des choses? Alors, c'est une histoire qui me touche aussi, mais j'ai plus de mal à m'identifier peut-être, moins proche de ce que je suis. Sauf que aussi l'idée de la liberté à tout prix, dans le sens où pour moi, la liberté, c'est la dignité de l'homme aussi. Donc oui, l'histoire de la trahison, tout ça, ça me touche, les mensonges, l'honnêteté, l'authenticité, tout ça, c'est très très important pour moi. Après, j'ai l'impression que ça l'est pour tout le monde aussi. Donc c'est vrai que c'est non, pas forcément. Oui, enfin, moi, pas du tout, mais pour qui c'est pas important, enfin, ça me paraît tellement évident. Donc chez moi, c'est très très important. L'authenticité, dire la vérité, être vrai avec l'autre, ne pas tricher, voilà, tout ça. D'accord. Effectivement, c'est des valeurs qui sont... Oui. Voilà, et quand on les porte en soi, on a envie de rencontrer la même chose. Forcément, oui, bien sûr. On estime, voilà. On a envie de propager ça, mais de pas se faire... La manipulation, je ne supporte pas. Enfin, pour moi, oui, je comprends. Voilà. D'accord. Et quand moi, on peut m'avoir avec le cœur, mais si on m'a avec le cœur et que derrière, je vois manipulation... Je tourne la porte, je tourne les talons, je ferme la porte, c'est fini, quoi. On ne peut plus rien retirer de moi parce qu'il y a eu trahison. D'accord. Ça m'arrive pas souvent. Donc il y a quand même Je sais, voilà, je me connais là-dessus. C'est ça. Donc il y a quand même une similitude avec ce que tu... avec des sentiments que tu portes très haut quand même. Hein? Oui. C'est ça. Bon, je t'entends pas beaucoup, donc je m'excuse auprès de des gens qui vont nous écouter et je vais arrêter. On continue à discuter nous, mais je pense qu'on va peut-être s'appeler autrement. Et puis je vais arrêter la vidéo parce que je crois qu'on t'entend pas en fait, donc ça ne doit pas être très évident. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.